Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Osez entreprendre au programme aujourd'hui. Eh ben on va commencer par parler des chaussures Tod's et de la lessive Bonux. Ça va rappeler quelque chose aux plus de 45 ans. Hein. Exactement. Voilà. On va recevoir également ensuite Kelly Massol, créatrice de la société Les Secrets de Loli, une marque de produits capillaires pour cheveux non lisses et jurés de Qui veut être mon associé sur M6. On va parler cosmétique, entrepreneuriat et forcément un peu de télévision. Et on terminera avec les jeunes. Veulent-ils encore travailler? C'est un sujet qui se pose souvent. Voilà. C'est moi que vous regardez quand vous dites ça, bien sûr. Ou alors je suis plus jeune, je sais pas, quoi qu'il en soit. On commence, mon cher Thomas, par le partenariat avec le magazine Entreprendre. Vous nous faites entrer dans les coulisses des entreprises et on commence par nous parler de LVMH et des chaussures Tod's. Eh ben oui, parce que Bernard Arnault continue à avoir de l'appétit. En collaboration avec le fonds d'investissement L. Catterton, il vient d'initier une offre publique d'achat sur la célèbre marque de chaussures en cuir haut de gamme et autres articles de maroquinerie. Et alors voilà qui ne fera pas baisser le prix des dites chaussures. Quels sont les détails de cette OPA? Elle porte sur 36% du capital de la marque Tod's qui est cotée à la bourse de Milan. Cela valorise l'entreprise à 1,4 milliard d'euros. L'objectif pour la marque est d'accélérer sa transformation et sa croissance. En tout cas, cela démontre que le secteur du luxe accentue sa consolidation par des acquisitions stratégiques. Alors, votre saga de la semaine, maintenant, elle est consacrée à une marque dont le nom évoque quelque chose à beaucoup de nos auditeurs. C'est la marque de lessive Bonux. Oui, la fameuse marque de lessive avec le cadeau Bonux a été créée d'abord en 1958. Au début, elle s'appelle Bonus avec un S et elle le troquera contre le X en 1960. En intégrant un cadeau dans la boîte, c'est ça qui a fait parler de la marque principalement. Cette marque a ciblé les enfants comme de véritables prescripteurs. Stratégie d'ailleurs réutilisée depuis par McDonald's avec le Happy Meal. Mais le cadeau disparaît dans les années 90 et la marque quitte définitivement les rayons de supermarché en 2012. Alors il faut rappeler que 83% des plus de 40 ans connaissent cette marque qui offrait à l'intérieur de son paquet le fameux cadeau Bonux. Oui, c'était un peu comme les gadgets de la revue Pif. Alors, elle fait un retour en fanfare, cette marque Bonux. Oui, parce que le groupe français Hermitage a racheté Bonux en 2023 et veut faire revivre cette marque au même titre d'ailleurs que d'autres qu'elle a pu acquérir comme Vigor, Mirror, Minidou, toutes dans l'hygiène et le ménage. Cela fait maintenant 1 an que Bonux est réapparu et c'est un véritable succès. Elle est entrée dans le top 5 des lessives en poudre et petite cerise sur le gâteau, le cadeau revient. Il sera ludo-éducatif, éco-responsable et made in France. C'est là qu'on voit qu'on a quand même changé de siècle quand on entend ces termes. Thomas Binet, merci beaucoup. On accueille tout de suite votre grand témoin du jour. C'est Kelly Massol. On est ravis d'accueillir sur Sud Radio, créatrice de la société Les Secrets de Loli. C'est une marque de produits capillaires naturels pour cheveux texturés, des cheveux non lisses, qui est créée en 2005. Mais vous êtes également, Kelly Massol, jurée de Qui veut être mon associé sur M6. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonjour. Bonjour Kelly Massol. Alors justement, avant de commencer à parler du détail des choses, on va quand même s'intéresser d'abord aux Secrets de Loli. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise en quelques mots? Les Secrets de Loli, donc effectivement, c'est une marque de cosmétiques naturels pour cheveux texturés que j'ai créée en 2009 dans ma cuisine en tant qu'autodidacte en formulation cosmétique. D'accord. Bon, ça c'est vraiment pitch. On se dirait dans votre émission. Exactement. Je suis rodée maintenant. Le nom quand même vient de le surnom que votre oncle vous donnait, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Il y avait une série sur M6 qui s'appelait Sonny Spoon qui passait avec un détective privé. Et mon oncle s'est mis à m'appeler Loli Spoon depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Donc c'est un petit clin d'œil à mon oncle. Alors vous avez lancé donc cette marque il y a à peu près 25 ans avec 1 500 € en poche. Aujourd'hui, votre marque fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une gamme très courte puisque c'est moins de 20 produits. Comment est-ce possible d'arriver aussi vite? Parce que c'est rapide malgré tout. On peut dire c'est long, mais c'est rapide. Alors vous avez dû avoir quelques nuits blanches forcément, mais bon. Alors oui, effectivement, on va fêter notre 15e année cette année. C'est rapide, oui et non. En fait, il y a plusieurs étapes dans la vie de l'entreprise. C'est d'abord, j'ai fabriqué à la main de 2009 à 2015. En 2015, j'ai commencé à industrialiser le process et aujourd'hui, on est en full process industrialisé. Après, depuis en gros l'année 2019, l'entreprise a vraiment commencé à caper et à scaler et donc on a franchi le million de chiffre d'affaires à ce moment-là et depuis, on a une croissance de 565% sur les 3 dernières années. Donc effectivement, par rapport au marché, on a une croissance à 2 voire 3 chiffres. Comment vous est venue l'idée au début? C'est tout simplement parce que je ne trouvais pas de produits adaptés. C'est très égoïste pour mon type de cheveux, c'est-à-dire frisé, bouclé. Et donc je me suis mis à faire des cosmétiques dans ma cuisine. Tout d'abord pour moi, ensuite les collègues, les familles, les amis, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui étaient dans la même position que moi, ainsi que des hommes, et c'est à partir de ce moment-là que les gens m'ont dit mais lance-toi. Donc je me suis lancée et c'est vrai que j'ai trouvé
tout de suite, immédiatement mes clientes. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites j'ai commencé dans ma cuisine, vous êtes une véritable autodidacte, à tout point de vue dans ce domaine-là. Vous avez créé vos produits par vous-même, vous avez appris la chimie par vous-même aussi, j'ai lu. Exactement, donc moi je formule aujourd'hui, je continue à formuler. L'intégralité des produits en fait que vous trouvez aujourd'hui, donc la vingtaine de références, ont toutes été formulées par moi-même et testées par moi-même avant de les mettre sur le marché. Kelly Massol, on va s'intéresser un petit peu à vous. Pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, je vais revenir sur votre parcours personnel. Vous êtes né de parents antillais. Votre mère quitte le domicile familial quand vous avez 6 mois. Vous êtes hébergé chez votre grand-mère et en pension. Et à 15 ans, vous demandez à être placé en famille d'accueil parce que ça se passe mal. Vous dites souvent que vous n'y seriez pas arrivé si vous n'aviez pas vécu cela. Quelque part, j'ai trouvé ça d'abord courageux de votre part de le dire. Et dans le même temps, c'est un aveu terrible, parce que ça laisserait entendre qu'il faut vivre des choses très difficiles pour avoir un courage hors norme. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ? Bien sûr, je pense que... Alors, beaucoup d'Antillais, la communauté antillaise est une communauté résiliente. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Après, avoir du courage pour entreprendre, oui, aujourd'hui, ça nous paraît être une montagne, mais en vrai, à partir du moment où on se lance et qu'on a un esprit combatif et créatif, ce sont des atouts que, en tout cas, la plupart des entrepreneurs ont dans leur sac pour pouvoir passer le cap et continuer d'avancer. Est-ce que vous êtes devenue entrepreneuse aussi parce que vous vouliez gérer vos propres règles, ne dépendre d'aucune structure, bref, d'être une indépendante dans tous les sens du terme? Et c'est ça aussi qui vous a motivé? Alors, je ne sais pas si c'était une motivation première. Ce que je sais, c'est que je ne rentre pas dans les cases. D'accord. Et qu'au bout d'un moment, déjà, j'ai pas envie d'être dans une case. Donc oui, effectivement, mes propres règles, ma propre marque, mes propres produits, mon propre type de communication. Et d'ailleurs, on communique tellement différemment qu'on a plus de 270 000 followers sur Instagram et qui ont tous été acquis uniquement en organique. On a créé un lien avec notre communauté que d'autres marques de plus grands groupes ne peuvent pas se permettre d'avoir parce qu'il y a une authenticité et des points communs en fait avec nos clientes. On n'est jamais mieux servi que par soi-même et moi je sers ma communauté. Vous voyez loin. Aujourd'hui, vous êtes présente dans 4000 points de vente a priori, oui. Et vous êtes également présente à l'international. C'est quoi vos objectifs de demain ou d'après-demain ? Mes objectifs ont toujours été clairs. Nous sommes une marque de produits cosmétiques, d'abord capillaire peut-être, après on va se diversifier, mais mes objectifs étaient clairs. Je devais devenir une marque nationale, européenne et internationale après. Alors vous parlez de diversification, quelque part vous l'avez déjà engagé, ça vous donnez la transition avec l'émission, parce que vous êtes membre d'un jury, mais vous êtes également investisseur dans ce rôle-là. Exactement. C'est une façon aussi de diversifier pour vous d'une manière différente? C'est une façon d'explorer toutes les pans de ma personnalité. Aujourd'hui, Secret Loli, je suis chef d'entreprise, je gère 42 personnes, la boîte est valorisée à plus de 70 millions d'euros, et encore c'était il y a quelques années, maintenant il y a 2 ans. Là, on rentre dans une phase où, oui, je suis en train d'épouser toutes les phases de ma personnalité en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'entrepreneuse et en tant que, effectivement, investisseuse. Alors comment on se retrouve jury ? On se retrouve jury quand on décide de se lever un matin et qu'on décide d'être jury. Donc on va gratter aux portes et puis finalement on rencontre les producteurs. On vous dit cette année c'est un peu tard. On vous rappelle 1 an après et on rencontre l'équipe et finalement ça match. Oui, parce que c'est vous qui avez fait acte de candidature, c'est intéressant à préciser quand même. Oui, parce qu'il est temps qu'en France on montre un autre visage de l'entrepreneuriat. Il est temps de montrer une femme noire, il est temps de montrer une femme avec ses cheveux naturels, il est temps de montrer une femme avec des courbes qui s'assume pleinement, qui est parfois un peu cash, certes, mais qui travaille dans la générosité et dans l'amour et le partage des autres. Investissement ne veut pas dire forcément uniquement argent. Et c'est ce qui s'est passé pendant mon processus de LBO en juin 2022. Sur 12 fonds que j'ai rencontrés, j'ai eu 9 lettres d'offres. Sur les 9 lettres d'offres, il y a encore des gens qui m'appellent, malgré qu'ils aient perdu le deal, pour dire je suis super fier pour vous, je suis super content, j'aurais tellement aimé avoir ce deal. Mais dans le même temps, quand on devient jury, il faut un peu d'argent parce que c'est aussi votre rôle. C'est pas simplement faire une émission de télévision. Donc vous avez évoqué le profil type de la personne qui peut être sur M6, mais il n'en retire pas moins qu'il fallait mettre du cash quand même sur la table. Oui, il fallait mettre du cash. Il fallait trouver une femme avec du cash nécessaire disponible et qui veuille se mettre en avant ou qui accepte en tout cas d'avoir les retombées. Il n'y en a pas tant de ça. Mes DM Instagram explosent. On pense que je suis Mère Teresa ou Sainte Rita. Je ne sais pas si mes collègues masculins, eux, reçoivent le même type de message. Beaucoup de bouteilles à la mer tous les jours. À ce rythme-là, je vais finir par être marin, ça c'est sûr. Votre objectif, c'est de vendre ? Non, absolument pas. Je vends assez et mon objectif, c'est surtout de me dissocier de ma marque un petit peu parce que je ne suis pas que Secret Loli. Je suis aussi une entité par moi-même. Et donc ça, c'est important aussi parce que je respire Secret Loli depuis 15 ans. Mais vous refusez quand même pas l'idée, au cas où. C'est peut-être une manière aussi de se développer, de se faire accompagner d'une manière différente. C'est une manière de partir après à l'international avec un storytelling où on vous explique qui je suis et pas juste la marque.
Merci à vous, Kelly Massol, d'être passé du côté d'Osez Entreprendre. Que vous êtes la créatrice des Secrets de Loli. Tous ceux qui nous écoutent et qui ont des cheveux texturés, bouclés ou frisés peuvent vous retrouver sur Instagram facilement. Notamment. Exactement. Donc Loli Spoon si vous voulez me suivre, sinon les Secrets de Loli pour la page Instagram. Merci à vous. Merci. Allez, tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, vous nous parlez aujourd'hui du rapport au travail des jeunes actifs. Alors concrètement, parce qu'on l'entend beaucoup et ça fait 20 ans qu'on l'entend sur toutes les générations de jeunes d'ailleurs, est-ce que les jeunes veulent encore travailler ? Eh ben, il y a une étude qui est sortie par l'APEC et le think tank Terra Nova. Les jeunes, allez, je vais répondre à votre question tout de suite, n'ont pas moins envie de travailler avec leurs aînés. Mais voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Oui, et elle tord les idées donc reçues sur ce sujet. Alors les actifs quand même de 45 à 65 ans estiment que les jeunes seraient moins fidèles et moins respectueux de la hiérarchie qu'eux-mêmes. Bon, ce sont surtout pas les mêmes codes, mais 50% des jeunes actifs de moins de 30 ans considèrent, eux, que leur travail est aussi important que les autres volets de leur existence. Ils se déclarent également respectueux de la hiérarchie, mais expriment le besoin de comprendre les décisions pour pouvoir bien les exécuter. Cette étude conclut enfin que si les jeunes expriment le souhait d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ils n'en sont pas moins investis dans leur travail. Alors, est-ce que ces jeunes demandent une attention différente de leurs aînés ? Oui, absolument. Parce qu'avec l'arrivée des plus jeunes, les chefs d'entreprise et leur encadrement voient donc aujourd'hui le contenu de leurs fonctions se modifier, conséquence des évolutions sociétales et de la société des générations montantes, de ne plus penser à eux et de refuser d'être d'ailleurs des pions sur un jeu dont ils ne maîtriseraient plus les règles. Exactement, ça se traduit de quelle façon ? Pour faire avancer l'organisation vers les résultats souhaités, ils doivent maintenant s'occuper individuellement de chacun de leurs collaborateurs et leur consacrer le temps nécessaire à leur expliquer la vision et la stratégie qui guident l'entreprise, les ressorts des activités en cours, dans ce contexte, la façon dont ils peuvent y contribuer et à leur niveau, et les récompenser, qui sanctionnera leur réussite, et y revenir aussi régulièrement, parce que rien n'est jamais acquis. Et puis la question, 1 million d'euros, c'est quoi un jeune pour vous ? Un jeune, c'est quand même en dessous de 30 ans, normalement. C'est donc les primo-accédants. Non, c'est les primo-accédants dans le monde du travail, mon cher Jean-Marie. J'espérais, c'est un espoir déçu. Merci beaucoup Thomas Binet, on vous retrouve dans quelques instants, on va investir, puisqu'on a désormais l'âge d'investir. On va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler du marché de l'art.